Cette vidéo est une aide à la préparation des travaux pratiques de cette session avancée numéro 3 et décrit un abord suboccipital dans le cadre du traitement d'une maladie de Chiari de type 1. Nous allons réaliser donc un abord occipito-atlantoïdien dans le cadre du traitement du syndrome de Chiari. Et donc le chien est en décubitus sternal sur la table. Sa tête est fixée en bout de table perpendiculairement, voire un tout petit peu plus. Là, on est à 95-100 degrés pour avoir une flexion du cou assez importante et ouvrir l'espace entre l'occiput et l'atlas. Et donc, on a ici la protubérance occipitale externe, l'épineuse de l'axis qui est là. L'atlas doit être dans cette position-là. Et donc, notre abord va se situer préférentiellement dans cette région-là. On va inciser depuis la protubérance occipitale externe jusqu'à la fin de l'épineuse de l'axis sur le plan sagittal de la peau, et puis on va arriver sur le possier cervico-facial. Qu'on va inciser sur la même ligne avant de mettre les écarteurs. À ce stade, ce qui est important sur le vivant, c'est de bien repérer les artères et veines perforantes qui viennent du plan sagittal. Donc l'incision de la peau et du possier cervico-facial a eu lieu. On va voir par transparence l'émergence des branches dorsales des nerfs spinaux de C1 et C2. Et donc ici, on a un plan sagittal qui devient bien visible. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en même temps que ces nerfs spinaux, il y a des petits vaisseaux artériels qui sortent. Et donc il faut les repérer parce qu'au final, ils saignent pas mal si on ne les respecte pas. Et il faut bien rester dans le plan sagittal, autrement on a tendance à partir dans le rond de la tête ou le rhomboïde. Donc on est sur quelque chose qui est facile à dévier comme voie d'abord. Voilà. Donc il vaut mieux effectivement toujours au bistouri ou au bistouri électrique continuer cet abord en suivant bien le plan sagittal qui se dessine. Les racines en question, enfin les branches dorsales sensitives, elles ne sont pas essentielles. Donc si au pire on en abîme une, c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, prendre un faux plan est beaucoup plus embêtant. Donc on a passé le premier plan, toujours dans le plan sagittal. Et donc on a respecté nos branches dorsales sensitives des nerfs spinaux. Et on continue à bien repérer ce plan sagittal. En faisant attention qu'en tirant sur les écarteurs, il arrive de dévier par rapport à ce plan. Donc faire attention à bien le visualiser avant de serrer les écarteurs et de tirer dessus. Voilà, donc là on continue à descendre. On a un joli point de repère sagittal qui est l'épineuse de C2. Voilà, on est dessus. Tout ça se fait au bistouri électrique ou à la lame froide, justement pour ne pas dévier. En tout cas, dévier le moins possible. Au ciseau, on peut prendre un faux plan. Voilà. Si on a un doute, revenir en arrière sur l'épineuse, que voilà. Avec les muscles obliques de la tête, grands et petits. Voilà. On va distinguer l'épineuse de l'axis ici, qu'on va disséquer. Et l'arc dorsal de l'atlas va être en dessous de tout ça. Alors si on fait un bilan, on a ici le processus épineux de C2. Si j'appuie ici, je suis sur l'arc dorsal de l'atlas. Et puis là, je suis en regard de la fosse postérieure de l'encéphale, de la boîte crânienne. Et on va arriver dans le foramen occipital. C'est là qu'on fait les injections pour la myélographie. Là, donc il ne faut pas que j'appuie, autrement je pénètre dans la grande citerne. Voilà, partie crâniale de l'atlas, partie caudale qui est sous l'épineuse de l'axis, et le lieu d'injection pour les myélographies en voie haute. Donc on continue cette dissection, toujours en restant bien dans le plan sagittal.
en essayant d'écarter de l'atlas toutes les insertions. Et dans le traitement du syndrome de Chiari, il faut à la fois faire une laminectomie de l'arc dorsal de l'atlas et en même temps faire une ouverture de la fosse postérieure autour du foramen magnum. Voilà, donc on va disséquer tout ça. On voit très bien l'atlas et on va la disséquer sur toute sa bordure crâniale. Alors on a progressé dans la dissection du plan sagittal. Voilà, on a toujours notre protubérance externe de la crête sagittale nucale. Et puis ici, l'épineuse de l'axis et l'arc de l'atlas qui est complètement disséqué là maintenant. Donc voilà là sa partie crâniale. Et voilà la partie caudale ici de l'occiput avec la fosse qui démarre en région rostrale. Donc on va enlever ces dernières membranes, c'est-à-dire la membrane occipito-atlantoïdienne. Et dessous, on va voir apparaître un certain nombre de formations importantes, notamment la membrane, le vellum qui recouvre le cervelet lorsqu'il est pathologique, qui est sorti du foramen occipital. Et puis au contraire, quand tout est normal anatomiquement, ici, on tombe directement sur l'espace péridural. Et donc quand on va enlever la membrane occipito-atlantoïdienne, on va tomber sur l'espace qui contient la dure mère avec la graisse péridurale, comme on le trouverait dans un canal vertébral. Là, on a de l'os du crâne. Le foramen occipital commence ici. C'est là qu'on mettrait une aiguille pour faire une myélo. Voilà, le bord crânial de l'atlas. On voit la mobilité de l'atlas à cet endroit-là. Et les condyles occipitaux, ils sont profonds, ils sont sous l'atlas. Donc un petit bilan sur la pathologie que l'on peut trouver dans cette région. La première est d'une part la dysplasie occipitale, c'est-à-dire en fait un foramen magnum qui est largement ouvert et qui permet au cervelet de s'échapper de cette région, surtout s'il y a en même temps un syndrome de Chiari, c'est-à-dire une malarticulation de l'atlanto-occipital, avec un cervelet qui va venir dans le foramen, écraser la moelle allongée et créer une hydromyélie au niveau de la moelle épinière. Donc, dysplasie occipitale, syndrome de Chiari. L'autre pathologie qu'on peut avoir de cette région, c'est d'avoir une dysplasie toujours atlanto-occipitale, mais avec ce qu'on appelle un recouvrement atlanto-occipital. Les Anglais appellent ça un overlapping, atlanto-occipital overlapping, où l'atlas, en extension, va rentrer dans un foramen qui est trop ouvert et venir comprimer le cervelet, mais dans l'encéphale, en écrasant l'encéphale dans sa partie cérébelleuse. Voilà. Donc, dans le cas numéro 2, on ressèque l'atlas pour que l'atlas ne puisse plus rentrer à l'intérieur de la boîte crânienne. Et puis dans l'autre cas, on ouvre l'occiput et on va aller libérer la moelle épinière de la compression occipitale, libérer le cervelet pour lui permettre de reculer alors qu'il est en excès de volume, et ouvrir la moelle avec une myélotomie qui permettra de traiter éventuellement une partie de l'hydromyélie. Voilà. Donc à ce stade, on doit à la fois par une rugine ou un élévateur éliminer les limites du foramen et donc de la partie caudale de la boîte crânienne. Et puis ensuite, on va ouvrir cette membrane atlanto-occipitale dorsale, ici, pour pénétrer à l'intérieur du canal et visualiser la dure mère dans tous les cas. On ouvre, on fait le tour du bord crânial de l'atlas. Voilà. Il faut modérer son geste vers le fond pour ne pas agresser la moelle épinière. Modérer son geste latéralement pour ne pas trouver les sinus qui vont venir nous gêner. Et puis aller en direction crâniale jusqu'à la limite de l'occiput et du foramen occipital.
Voilà, là on a affaire bien sûr à un animal normal qui en plus est une grande race. Donc si on regarde ce qui se passe, d'une part on a un atlas qui est dorsalement pas développé. On a ici la graisse péridurale qui commence à apparaître avec la dure mère qui entoure la moelle épinière. Donc on va retirer tout ça une fois qu'on aura une bonne vision. Et on va ouvrir le foramen occipital comme lors d'une dysplasie et ouvrir l'arc dorsal de l'atlas pour se faire de la place et visualiser correctement la région et traiter donc un éventuel carie. Donc une résection qui doit faire jusqu'à 50% de l'atlas dans son arc et au moins 50% du foramen occipital dans sa partie dorsale. Alors dans la mesure où ce n'est pas un cas pathologique, on s'est fixé comme limite vraiment théorique la moitié de l'arc dorsal de l'atlas et puis un tiers aux trois quarts de l'occiput. Voilà, donc on va fraiser là, on a déjà fraisé la première corticale, un peu de spongieux qu'on voit apparaître là. Et là, c'est quasiment purement cortical au niveau de l'occiput. Donc il y a 2 corticales superposées pour retirer tout ça et accéder à la partie médulaire. Alors petit bilan topographique, là on voit bien qu'on a attaqué l'atlas dans sa partie crâniale et donc on a ici la graisse péridurale, le reste de ce que l'on va retirer du ligament atlanto-axial dorsal. Et puis ici, le fraisage qui a été fait sur l'occiput, on est pratiquement au contact de la dernière corticale et donc on va retirer tout ça tranquillement pour ouvrir notre laminectomie et craniotomie caudale. La membrane atlanto-occipitale a été retirée, la laminectomie dorsale à 50% de l'atlas a été faite, on voit apparaître le périoste et la graisse péridurale, on va avoir la moelle dans sa dure mère dedans. L'occiput a été ouvert au moins pour la quasi-totalité de l'ouverture osseuse. Et on va... Sur cette vue péropératoire d'un animal présentant un syndrome de Chiari, on voit apparaître le cervelet qui fait protrusion à travers le foramen magnum en venant comprimer la moelle allongée en regard de l'articulation occipito-atlantoïdienne. Sur cette seconde image d'un autre chien, on voit que la durotomie a eu lieu avec une suspension durale et le cervelet apparaît également, son vélum est fermé, ce qui empêche l'écoulement du liquide cérébro-spinal par le foramen de Magendie. Sur ce même chien, on procède alors à l'ouverture du foramen de Magendie en libérant le vélum caudalement au cervelet et rétablissant ainsi la circulation du liquide cérébro-spinal. Sur ce troisième chien, le liquide commence à perler à partir de cet orifice. On constate qu'il est également légèrement teinté de sang, ce qui montre la stase du liquide cérébro-spinal dans l'affection de type 1. Pour éviter la formation à moyen terme d'adhérence avec une membrane de laminectomie sur la moelle, on considère actuellement qu'il faut réaliser une plastie durale. Cette duroplastie, comme sur ce cas, est réalisée à l'aide de fascia temporale. On peut également utiliser des implants synthétiques tels le neuropatch, un polymère de polyuréthane. Ce polymère est facile à découper et se modèle à la taille du défect dural. Il doit être relié à la dure mère persistante à l'aide d'un fil de suture de type polypropylène, comme ici, mais sans besoin d'une étanchéité totale. Sur ce cas clinique, on voit le neuropatch fixé en situation. Pour éviter les adhérences péridurales et les membranes de laminectomie, les techniques modernes font également appel à l'utilisation d'implants de protection pour une cranioplastie en fin d'intervention. Ici, nous avons utilisé un implant en titane patient dépendant. Au-dessus de ces implants, la fermeture, quant à elle, se réalise plan par plan de manière conventionnelle.